Salut à tous et bienvenue dans The Good Change, le podcast qui explore des initiatives positives pour un monde plus beau, plus sain et plus authentique. Dans chaque podcast, je rencontre des entrepreneurs passionnés et je partage mes dernières découvertes en matière d'artisanat, d'écologie, de bien-être, de liens insolites, bref. Moi, c'est Anthony, je suis graphiste et directeur artistique à Paris. J'ai toujours été attiré par les projets atypiques, audacieux et créatifs. Ensemble, on va partir à l'aventure pour s'inspirer et embellir notre quotidien. Aujourd'hui, je rencontre Loïc, un entrepreneur qui se définit comme activiste. Il a lancé le projet Sensei Family pour créer des marques engagées avec Thibaut. Thibaut, je l'ai déjà rencontré il y a quelques temps. Et aujourd'hui, avec Loïc, on va aller plus loin sur l'aspect entrepreneurial, sur son histoire avec le projet Sensei Family et particulièrement la première marque qu'ils ont créée, Papa Outan. On va en savoir plus sur leur parcours, leur galère aussi, et puis sur le projet qui les anime pas mal en ce moment, c'est le financement participatif pour soutenir leur action. Allez, c'est parti! Eh bien, je me retrouve chez Loïc, qui est le cofondateur de la marque Papa Outan et aussi du projet Sensei Family. Salut Loïc! Salut Anto, bienvenue. Merci, je suis ravi de me retrouver chez toi dans ton environnement. On va passer un peu de temps ensemble pour parler de plein de choses. Avant, on a échangé ensemble sur ton parcours, tes motivations, bref, il y a énormément de trucs. On va peut-être pas pouvoir parler de tout aujourd'hui, sinon ça va durer 4 heures. En tout cas, je suis vraiment ravi d'être là aujourd'hui pour parler de votre projet du moment de Sensei Family. Ouais, et on va revenir ensemble sur ton parcours, ton engagement, et puis aussi l'aspect entrepreneurial. Entrepreneur aussi engagé sur une thématique forte, on va le voir ensemble. Est-ce que tu peux déjà revenir un peu sur ton parcours, qui tu es, d'où tu viens, pour qu'on ait un peu d'infos sur toi? Ouais, bien sûr, pas de souci. Déjà, merci beaucoup de proposer de faire ce podcast, c'est ça, cette interview. Et du coup, moi je m'appelle Loïc, donc je suis le cofondateur de Sensei Family avec Thibaut maintenant, et ça fait 8 mois maintenant qu'on bosse ensemble. Et du coup, avant tout ça, moi j'ai un parcours plutôt classique dans le sens école de commerce, puis après premier job en finance, comme tout bon élève d'école qui doit rentrer dans le moule. Et donc j'ai fait 3 ans comme ça en finance, et en fait au fil de mes premières années de vie active, du coup, j'ai commencé à me poser pas mal de questions sur notamment l'environnement et l'impact que j'avais moi au quotidien, à réfléchir si mon métier était forcément ou pas le plus utile vu les challenges qu'on a actuellement avec le réchauffement climatique. Et donc voilà, j'ai passé 2-3 bonnes années pendant ma vie active à me poser ces questions pour un beau jour, en septembre 2019 pour être précis, où j'ai décidé de lâcher tout ça et de me lancer pour essayer de porter un projet qui ait plus de sens. Ok, et du coup, il y a, en fait, on en parlait tout à l'heure, il n'y a pas eu un déclic qui s'est fait à un moment donné, c'est un processus qui s'est fait plutôt sur la durée, une réflexion, et puis tu t'es dit en observant un peu comme tout le monde, l'actualité, tu t'es dit il y a un décalage entre ce que je fais au quotidien et ce que je pourrais faire pour faire changer les choses. Au moins un peu à mon échelle. Complètement. Puis en plus, je faisais partie de ces personnes, comme on en discutait, je parlais beaucoup d'environnement déjà. Ça faisait, donc là, j'ai 29 ans. J'ai commencé à me poser toutes ces questions il y a 3 ans, vers 26-27 ans. Et avant, depuis 20-21 ans, je pense quand j'étais en école de commerce, puis même avant en prépa, on parlait déjà de tout ça. Donc je débattais beaucoup sur l'environnement. Je prenais le sujet à cœur, mais ça ne touchait pas à ma vie quotidienne. Concrètement, j'avais très peu d'efforts que je mettais en place dans ma vie, et j'étais même pas conscient, je pense, de ce que je pouvais faire. Donc je faisais juste mon tri sélectif et puis basta, quoi. Il y avait pas grand chose de plus. Et effectivement, pendant donc les 2-3 dernières années, avant de lancer le projet là avec Thibaut, je sais pas pourquoi il y a eu une montée en puissance. C'est dû à plein de choses. Je pense l'actualité aussi qui parle de plus en plus de tout ça. J'ai eu des amis qui ont lancé des projets engagés. Donc quand on buvait un verre, j'arrivais avec le sourire, et des fois je repartais un peu déprimé parce que c'était pas de leur faute, c'est juste qu'ils nous donnaient les faits actuels de comment va la planète et tout, et ça a aidé aussi à me faire réaliser tout ça. Donc il y a une vraie transition. Donc ce déclic, il s'est fait de manière très progressive, que ce soit à la fois tous les médias, les discussions avec les potes, et puis moi-même aussi peut-être mes lectures,
Et je me rappelle d'un moment aussi où j'ai lu cette citation de Gandhi que j'avais déjà vue dans ma vie mais qui m'avait pas fait le déclic. Hein. Comme ça, c'est vraiment une question de timing. Et la citation, c'est incarne le changement que tu veux voir dans le monde. Et un jour, vraiment, ça devait être la 3e fois dans ma vie que je la réalisais. Et là, ça m'a fait un énorme déclic, ça je m'en souviens, où je me suis dit, mais j'ai réalisé que je l'incarnais pas du tout en fait. Ouais. Tu t'es dit, cette citation, elle résonne en toi, mais dans les actes, ça matchait pas du tout. Voilà. Tu t'es dit, là, faut que je Grosse piqûre, ouais. Je me suis vraiment, je l'ai réalisé d'un seul coup. Je me dis, mais en fait, j'en parle depuis des années, je débat depuis des années, je me sens engagé depuis des années, mais en fait, je le suis pas du tout. Ouais. Tu dis, voilà. merde. Ouais, c'est ça. Et donc là, ça devait être pareil. Hein. Il y a encore eu peut-être 6 mois, 1 an à beaucoup réfléchir sur ce que je pouvais faire pour changer tout ça. Ouais. Avant de passer à l'action. On peut penser que c'est long, mais moi j'ai l'impression que c'est quand même assez rapide, hein, entre la prise de connaissance, accumuler un peu de savoir, de prendre conscience de la capacité de changement potentiel qu'on peut avoir, et puis se lancer. Moi je trouve que c'est quand même assez qui est énorme. À l'échelle rapide. Individuelle, on peut faire beaucoup en plus. On s'en rend pas compte. Hein. Donc du coup, j'ai envie de dire double switch. Il y a le côté tu passes du salariat à l'entrepreneuriat. Et puis le switch du côté, tu t'engages pour une cause. Alors justement, on va en parler. C'est quoi la cause principale que vous défendez? Quel est votre message avec Thibaut? Ah bah ça, écoute, ça content d'en parler. Moi j'ai la tête dedans depuis 8-9 mois. Thibaut aussi, on pense qu'à ça toute la journée. Écoute, l'idée de base, quand j'ai rencontré Thibaut, déjà j'ai rencontré Thibaut parce que je networkais avec mes amis, avec quelques entrepreneurs que je connaissais de plus ou moins près, et je leur demandais s'ils connaissaient des associés potentiels, puisque je voulais lancer une boîte, mais plutôt dans la tech. Moi j'ai fait un peu de code et je pensais que j'allais lancer un SaaS ou un service comme ça, parce que ça me fait délirer le code, je trouve ça super pratique. Est-ce que tu peux juste expliquer ce que c'est SaaS? Un SaaS, c'est Software as a Service, ça va être un service auquel tu accèdes via Internet et tu payes un abonnement mensuel par exemple. Ça peut être, je sais pas moi, un Salesforce, t'es commercial et t'as besoin d'un outil en ligne pour gérer tous tes suivis de clients. Bah voilà, tu payes un SaaS mensuellement et ça te rend un service, ça te facilite la vie. Et puis surtout, j'avais pas mal de potes qui en avaient fait, qui avaient bien réussi. Et du coup, ça m'inspirait vachement. Je me suis dit, bon allez, moi aussi je peux le faire. Et tout ça pour revenir à Thibaut et au déclic, c'est ça, hein, la question c'était... Ouais, c'était en fait l'engagement, quel engagement, quelle cause vous défendez. Ouais. Alors l'engagement, du coup, l'idée de base quand j'ai rencontré Thibaut, donc en faisant ça, en demandant, je parlais à des gens et je leur disais est-ce que vous connaissez des associés potentiels et si possible quelqu'un qui a une âme un peu engagée pour l'environnement parce que ça me trottinait dans la tête depuis longtemps. J'ai rencontré Thibaut et en fait Thibaut, on s'est dit qu'on voulait créer des marques engagées pour soutenir des associations. Et pour être plus précis, on a lancé une première marque qui est d'ailleurs en ce moment sur Ulule depuis moins d'une semaine là, qui s'appelle Papa Outan, sur laquelle on a bossé depuis 6-7 mois à temps plein. Et l'idée c'est de créer une pâte à tartiner anti-huile de palme forcément, qui sur plein d'aspects de sa production et de son mode de distribution soit beaucoup plus écologique et beaucoup plus responsable que plein de choses qui sont disponibles sur le marché, sachant qu'il y a déjà de super alternatives, hein, c'est pas le sujet. Et donc ce produit, qu'est-ce qu'il fait? Il vient en fait, il se veut être une solution ou un début de solution au problème de la déforestation et de l'huile de palme notamment. Donc je peux peut-être expliquer en fait. Je veux bien que tu t'expliques un peu ce sujet de l'huile de palme qui est au cœur du projet. Complètement. Alors l'huile de palme en fait, je pense que ton audience ils sont fait un peu de l'actualité sur l'environnement, sur tout ça. Il se passe pas mal de choses ces dernières années. C'est pas glorieux, hein. Notamment au niveau de la déforestation et plus précisément, en fait la déforestation elle est causée par plusieurs choses. Ça peut être des incendies naturels qui sont durs à contrôler, c'est déjà un cataclysme en soi, mais ça peut être aussi de la déforestation directement causée par l'activité humaine. Et c'est le cas avec l'huile de palme, qui est en fait une culture qui est très gourmande en terre, hein, et surtout la demande mondiale ne fait qu'exploser depuis les 20 dernières années. Donc qu'est-ce qu'on fait? On coupe de plus en plus de forêts pour faire place aux cultures d'huile de palme. Tout ça, ça se passe en Indonésie et en Malaisie, qui produisent 85%, si je me trompe pas, de toute la production mondiale d'huile de palme. Ouais, c'est vraiment concentré sur ces deux pays, donc c'est pour ça que vous avez fait le focus
Notamment sur l'Indonésie. Alors oui, du coup, on se focus sur l'Indonésie. Et cette huile de palme, à quoi elle sert? Elle sert dans des biocarburants, qui sont en fait une fausse solution. Hein. C'est vraiment pas terrible le biocarburant, on pourra en reparler un jour à l'occasion. Et puis aussi dans la grande consommation. Donc en fait, pour résumer, aujourd'hui, l'Indonésie et la Malaisie, elles ont vu au cours des 20 dernières années toutes leurs zones de forêt divisées par 2. Donc on a ces Incroyable. cartes, tu as déjà vu peut-être ces cartes, hein, vraiment ces graphismes où on voit une île verte, mais vraiment couverte de verdure, et puis petit à petit qui devient un peu blanche-jaune sur ces cartes, et c'est principalement lié à l'huile de palme. Et donc, pour boucler la boucle, c'est principalement lié à nos choix quand on est au supermarché et qu'on décide, malheureusement on le sait pas souvent, c'est ça le truc, d'acheter des produits qui contiennent de l'huile de palme. Mais on n'a pas l'information. On le sait pas exactement, hein, parce que c'est pas affiché, ils le mettent pas en avant, hein, ils mettent pas sur un produit avec de l'huile de palme, etc. Donc voilà, je pense que vous voyez un peu le schéma. On a une consommation qui augmente, qui demande de l'huile de palme. Du coup, ça a une conséquence environnementale directe. La forêt recule, tous les animaux qui vivent dans la forêt disparaissent petit à petit parce qu'ils ont plus d'habitat et voilà, hein, ils meurent, ils ont plus de nourriture, etc. Et en fait, il y a certains acteurs, c'est là que c'est quand même rassurant de voir qu'il y a des assauts de terrain qui se bougent le cul, mais de manière incroyable. Pardon, j'ai dit un gros mot. Qui se bougent les fesses. Il y a des faux, faut des mots forts. Qui se bougent les fesses pour essayer d'enrayer ça, d'arrêter cette progression qui paraît inarrêtable de l'huile de palme. Et on pense à Calawate, qui est l'association qu'on soutient. Donc Papa Outan, c'est vraiment un sachet vendu. C'est des fonds qui sont versés à l'association Calawate, qui rachète des terres, des hectares de forêt tropicale pour les transformer en réserve naturelle. Ok. Voilà un peu. Je pense que c'est bien résumé. Alors moi j'ai quelques questions déjà sur cette étape-là, sur la partie entrepreneuriale en tout cas, de se dire on a l'idée et on lance le projet. C'est quoi un peu les étapes, les questionnements? Ça se passe bien, tout est fluide ou il y a des rebondissements? On peut essayer que ce soit le plus fluide possible. En fait, si on est un peu malin, c'est vrai qu'on peut arriver à amortir les chocs, et c'est ce que Thibaut a fait parce qu'il avait une super idée pour commencer, c'est de faire une pétition. C'est avant de lancer le projet, de demander l'avis du public. Est-ce que ça vous intéresserait qu'on crée une pâte à tartiner anti-huile de palme, qui soit sous forme de préparation, parce que je l'ai pas dit, mais Papa Outan, c'est un sachet en poudre. Il faut rajouter du lait végétal ou animal, en fonction de ce régime, ou bien juste un peu d'eau, et c'est fait à la maison en 2 minutes. Et les avantages, bien sûr, c'est que c'est moins lourd au transport, et puis on n'est pas obligé d'utiliser du verre, donc c'est un peu plus léger. Bref. Et donc, il a demandé l'avis aux gens, tout simplement, et c'est souvent ce qu'on recommande quand on lance une boîte, parler à vos utilisateurs potentiels, demandez-leur s'ils ont vraiment besoin de ça, ou sinon, en fait, pas du tout, quoi. Oui, sinon tu peux bosser 10 ans sur un projet qui intéresse personne, et là... Complètement, ce serait dommage, hein. T'imagines si on arrivait aujourd'hui, donc 8 mois après qu'on lance un crowdfunding sans avoir validé l'idée auprès des gens, et qu'on fasse un énorme flop, ce serait dommage. Donc c'est super facile à faire, moi je conseille ça, vraiment, c'est faites une pétition, essayez de demander l'avis de le plus de gens possible autour de vous, en fonction du service que vous voulez lancer ou du produit. Et ça déjà, ça rassure énormément, parce que nous, pour Papa Outan, on avait un objectif de 1000 signatures, et on s'est dit, voilà, si on a 1000 signatures en 7 jours, en 7 jours? C'est significatif. En fait, en 7 jours, on a eu 1500 signatures. Ah ouais, c'est énorme. Il y a eu encore beaucoup plus. Mais comment vous avez fait pour les avoir, ces Alors, signatures? on a, t'as raison, très concrètement, donc on a créé un site, on a mis la pétition en ligne. Thibaut avait lancé une vidéo déjà très impactante, on a 12 ans pour changer le monde, où il était en face caméra et je trouve, il avait une façon, moi il me l'a montré, c'est comme ça que je suis devenu associé avec lui, c'est parce que j'ai vu la vidéo et il m'a conquis, Envoûtant, le gourou. Envoûtant, Thibaut le gourou. Incroyable. Donc c'est vrai que si vous pouvez, faut pas hésiter déjà à se montrer, à montrer sa détermination, c'est ce qu'il a fait Thibaut, donc une vidéo, il a commencé par des posts sur les réseaux sociaux, donc ça coûte rien. Un peu de courage, c'est vrai, pour se montrer, mais il le faisait déjà un petit peu depuis un moment. Et ensuite, on a créé le site, on a mis la pétition en ligne, et c'est vrai que les premiers posts qu'il avait fait avaient déjà regroupé un petit groupe, une petite communauté en début, et ces gens-là ont signé. Et puis aussi, grâce à ça, on a été donc Thibaut est entré en contact avec Johan Reboul, qui est en fait le fondateur du Jeune Engagé, qui est un média engagé. Et en fait, il a lancé des pétitions quand il était super jeune. Je sais plus quel âge il a maintenant. Il doit avoir peut-être 22-23 ans. Je dis peut-être des bêtises. Et genre, il y a déjà 3-4 ans, il a lancé 2 pétitions contre l'huile de palme, directement ciblées contre Lu et Ferrero. Tiens, attends, je check mon tel, je le coupe. T'inquiète. Comme ça, il va pas nous déranger. Hop.
C'est bon. On reprend parce qu'on a été coupé, on avait un appel. Désolé. Ouais. Donc ouais, on parlait de créer une campagne. Du lancement, du début. Voilà, pour voir s'il y a des gens intéressés, en tout cas par la cause. Ouais. C'est ce que vous avez fait Ouais, avec ça, c'est Thibaut. super. Hein. Ça, c'est vraiment cool parce que ça te rassure aussi. Hein. T'es pas tout seul à lancer ton projet. Tu sens que t'as déjà, même si c'est que des signatures avec un email, hein, 1500 signatures. Voilà, psychologiquement, c'est vachement bien, pour être honnête. Hein, Ouais, ça... puis tu te sens pas seul dans ton délire en voilà, disant ouais, j'ai craqué, ça a l'air génial et tout. En fait, ça intéresse exactement. personne. C'est pas chelou, je suis pas en train de faire un truc bizarre, Ouais, ça ouais. parle à des gens, quoi. Et des gens normaux, quoi, hein, qui sont comme toi et moi, quoi. Et du coup, les sensations, c'est quoi? Parce qu'il doit se passer plein de trucs. Bah là c'est le tout début, donc déjà on se dit cool, on tient peut-être un truc, il y a un concept qui est intéressant, donc il faut le creuser, donc ça c'est super, c'est déjà un go, donc une première validation par le public, hein, puisque c'est eux à la fin que ça concerne, donc ça c'est génial, et puis après surtout on se dit bon bah maintenant faut s'y mettre quoi, c'est-à-dire que l'idée de la pétition c'est le go no go en fait, hein, donc c'est est-ce qu'on se met à créer ce produit ou pas, ou est-ce qu'on propose autre chose et on abandonne, et donc là c'était un gros go. Et maintenant, il faut y aller, quoi. Et je t'avoue qu'on avait déjà commencé parce qu'on était super chauffé par l'idée et tout. Et du coup, on commence de zéro. Hein. On veut faire une pâte à tartiner, bah, faut la faire ta pâte à tartiner. Il faut l'amener en supermarché, etc. Donc il y a énormément d'aspects et de dimensions différentes sur toute la chaîne de valeur. Que ce soit, bah, qu'est-ce que c'est ta pâte à tartiner, qu'est-ce que tu mets dedans comme ingrédient, dans quoi tu l'emballes, comment tu la livres, où est-ce que tu la produis, comment tu arrives à convaincre les distributeurs, etc. Donc on se lançait là-dedans. Après peut-être un mois à travailler sur ces pétitions et à brainstormer ensemble, et ça y est, on rentrait dans le dur pour la première fois il y a maintenant 7 mois, peut-être 8 mois. Ok, donc on va dire une petite année pour activer un lancement. Ouais, alors normalement moins que ça, hein, parce qu'il y a eu le Covid entre deux, et nous on voulait faire notre... Donc on s'est lancé, la pétition c'était novembre 2019, voilà, et du coup nous on voulait faire le crowdfunding en avril. Sauf qu'il y a eu le Covid, pardon, qui a fait que notre usine, notre partenaire, Qui est en France? Qui est en France, bien sûr, ouais. Ah bah oui, ça c'est clair, hein, oui, on n'a pas précisé, mais l'idée c'est de faire un truc propre quand même. Donc, Quand même, voilà, hein, minimum. c'est clair. Et du coup, notre producteur était complètement en arrêt pendant le Covid. Ça a été super difficile pour eux. Donc c'est une usine qui fait de la pâte à tartiner, des produits très similaires aux nôtres et qui d'ailleurs est très engagée parce que eux ont refusé de mettre de l'huile de palme depuis leur début, donc ça fait plus de 30 ans, ils sont complètement avant-gardistes et le pire c'est que, encore un aspect très concret, parce que les gens doivent se demander mais comment tu trouves ton usine pour produire ton produit, bah là c'était Thibaut qui allait traîner à Natexpo donc en septembre 2019. Qu'est-ce que Natexpo? Natexpo c'est le salon du bio en France. C'est un très gros salon et il traînait là-bas avant même qu'on se rencontre tous les deux parce qu'il commençait à réfléchir à cette idée de pâte à tartiner et de produits engagés, et il a croisé vraiment par hasard en se baladant ce mec-là, ce fondateur avec ce chef d'entreprise avec son usine, et il y a eu un match tout de suite quand Thibaut a pitché son idée parce que voilà, il faut savoir, on en a parlé tout à l'heure, mais Thibaut il vient de la com, il travaillait pour une grande agence de communication, il faisait de la pub pour des Air France, des Coca-Cola, des Ferrero, des choses comme ça, ou des équivalents, et du coup en fait il voulait faire changer les choses chez ces grandes boîtes qui font pas toujours disons-le, ils font pas toujours les choses super bien, et en fait il était très frustré de pas pouvoir agir, pas pouvoir faire changer les choses très concrètement du fait de sa position de conseil, il faisait que conseiller sur la communication de ces boîtes, et du coup il s'est dit bah, moi je vais quitter mon job, et puisque je peux pas changer les marques de l'intérieur, on va dire, je vais aller les créer moi-même. Donc voilà, ça super permet. idée. Ah oui, surtout il faut avoir du courage pour se dire ça. Donc déjà assez cool de sa part. Et puis c'est le contexte dans lequel il va à ce salon-là, pour que vous compreniez. Donc il se balade et il est déjà dans cette mentalité déterminée. Je vais créer des marques engagées. Voilà, donc ça a dû se sentir dans son échange avec l'usine. Et pourquoi je parle aussi longtemps de comment on a rencontré cette personne-là, parce que c'est déterminant pour un projet. Ces petites rencontres, ces hasards, ça fait toute la différence, parce que moi, après les mois qui ont suivi, j'en ai appelé 10-12 des usines de production. Et très compliqué de trouver un match pour travailler. Ils ont des lignes de production déjà d'une manière qui sont configurées. Ils peuvent pas intégrer un produit qui est assez original quand même, de la pâte à tartiner sèche, ou en préparation, ça se voit pas trop. Donc le mec, donc la personne avec qui on travaille actuellement, il a accepté de faire un effort parce qu'il croyait dans le projet. Ça, faut en être conscient. Donc il y a ce vrai côté aussi dans l'impact, en tout cas, quand tu as un projet qui a vraiment du sens, les gens font
l'extra mile, tu sais, ils font cet effort des fois qui est complètement inattendu. Donc ça, c'est vraiment les bonnes surprises qui peuvent arriver dans la construction du projet. Ouais. Mais aussi parce que vous portez une cause, vous essayez de défendre un projet, les gens vont se réunir autour de ça, donc il faut avoir la détermination, l'engagement pour fédérer autour, et des fois ça prend, et c'est super, puis des fois ça prend pas, donc faut continuer, persévérer. Mais j'imagine comme c'est une nouveauté, il faut savoir sourcer, en tout cas identifier des gens avec qui vous pouvez travailler, des potentiels partenaires, donc j'imagine qu'il doit y avoir des moments un peu durs, des coups de mou. Ah ouais, ça très concrètement, hein, pour toujours essayer d'être le plus concret possible, c'est Google. Hein, tu démarres de zéro, tu connais personne. Hein. Moi j'étais en finance en Asie avant, hein, quand je faisais mes premières années de vie active que j'ai mentionné au début, je faisais de la finance et je voyageais pas mal en Chine, mais j'avais très peu de réseau en France, donc je connaissais personne, je commence de zéro. Hein. Donc Google, usine de fabrication de pâte à tartiner, et tu commences par ça, et tu fais tes listes, tu les appelles, tu décroches le téléphone, et oui, ça prend des semaines, des mois. Donc c'est du boulot, ouais, c'est clair. Ouais. Et par contre, t'as raison, hein, et ce qui est génial, et je pense que c'est vraiment lié au projet Impact qui émerge de plus en plus aujourd'hui, comme tu portes quelque chose qui est quand même important, tu vois, souvent les fondateurs de ce genre de projet, voilà, c'est pour de vrai, hein, c'est pas le greenwashing, c'est un peu dépassé maintenant, hein, je pense que ça marche plus trop, hein. Les gens ils comprennent, ils se font pas avoir aussi facilement qu'avant, et du coup ça se sent, et donc toutes tes interactions, parce que si t'appelles 100 partenaires potentiels, que ce soit sur l'emballage, la logistique, l'usine de production, etc., tu auras au moins 2-3 sur 10 systématiquement qui vont avoir un affect, c'est-à-dire que pendant le call ils vont dire ah mais c'est trop bien ce que vous faites, etc. Et là on dépasse la relation contractuelle pure qui est pas si intéressante que ça en vrai, et on crée un truc assez incroyable. Et je vais être précis, donc c'est ce qui s'est passé pour le producteur de la pâte à tartiner, mais aussi par hasard pour notre producteur d'étiquettes, où j'ai appelé un mec mais vraiment au pif, hein. Et en fait on parle et le mec m'a dit ouais j'ai vu ce que vous faites et tout, c'est incroyable, moi je fais ça, et en fait le mec était engagé depuis des années dans des trucs incroyables. Il soutenait des assauts de chiens abandonnés en Europe de l'Est. Enfin, des causes, il y en a des tonnes. Hein. On n'imagine même pas, mais des fois il y a des trucs incroyables, on n'a jamais entendu parler. Apparemment, c'est un truc assez important, les chiens abandonnés dans ces régions-là, et il faut s'en occuper parce que sinon ils meurent dans des conditions pas top, hein. Donc voilà, il y a plein de causes nobles, et donc voilà, complètement inattendu. Moi j'ai appelé pour avoir un devis, et j'ai fini le call avec un mec incroyable où on a trop matché, et en plus il nous a fait des posts. Le mec est un artiste aussi à côté, donc il a peint des orang-outans, il a fait des sculptures d'orang-outans en plâtre qu'il a posté en nous taguant. Parce qu'il faut, petite précision aussi, le nom, donc Papa Outan vient des orang-outans qui sont en Indonésie et qui finalement évidemment subissent la déforestation. C'est aussi le symbole qui est menacé par l'huile de palme, effectivement. Donc dans ces forêts qu'on essaye de protéger, hein, c'est à nouveau un sachet, c'est contribuer à acheter une partie de la forêt parce que c'est l'habitat de toutes ces espèces. Et l'orang-outan, c'est un animal iconique parce qu'il partage 97% de notre ADN quand même, hein. C'est une des espèces les plus proches de l'homme. Donc c'est forcément il y a une forme d'affect, hein, qui se développe, mais il y a aussi beaucoup d'espèces d'oiseaux, de tigres, d'ours. Il y a des ours, hein, en Indonésie, je savais pas, mais je savais pas non plus. Ouais, non, il y a des choses folles. Donc il y a toute une vie dans ces forêts, bien sûr, et on a choisi le symbole de l'orang-outan qui est très sympa. Et Thibaut, il faut avouer, était fan d'orang-outan depuis tout petit, donc ça a dû jouer en sa faveur. Gros capital sympathie. Exactement. Et je voulais évoquer aussi avec toi on en a un petit peu parlé, mais les rebondissements. Tu peux peut-être parler de deux, trois faits un peu difficiles qui du coup, des fois peuvent susciter une grosse remise en question, etc., des périodes de doute. Qu'est-ce qu'on fait? On avance, on recule, on arrête tout? Ouais, alors, bien sûr, je réfléchis auquel évoquer en premier. Bon, globalement, quand même, l'expérience, elle est cool, hein. C'est-à-dire que faut pas non plus dire que ça va être un truc horrible. Globalement, c'est super, hein. Surtout quand on se bat pour une cause, on est super motivé quand on se lève le matin. Donc ça, déjà, c'est top. Je l'avais pas forcément en finance avant. Donc, je suis déjà très content. Et après, c'est vrai qu'il y a quand même des embûches. C'est pas un long fleuve tranquille. Et, un des moments importants de la vie de Sensei Family, qui est encore une vie très courte, hein, moi, une année là, bientôt, ça a été le changement de nom. Du produit, parce qu'à la base on voulait s'appeler Maman Outan. Donc la petite histoire, on voulait s'appeler Maman Outan parce que c'est Thibaut qui a eu l'idée, c'est la maman de Thibaut en fait qui lui a donné l'idée de créer une pâte à tartiner pour protéger les orang-outans.
parce que avant il y avait du Nutella à la maison et un jour parce que Thibaut a fait la remarque que l'huile de palme ça tue les orang-outans, et bien la maman a fait elle-même une pâte à tartiner et en fait il s'est rendu compte mais en fait on n'est pas obligé de se contenter comme je te disais tout à l'heure de ce qu'on nous propose dans les rayons, on est tout à fait en mesure d'inventer des produits qui correspondent plus à nos critères voilà, environnementaux, à nos valeurs personnelles. Et de là est née l'idée de créer une pâte à tartiner qui protège les forêts, qui protège les orang-outans. Et donc c'était Maman Outan, parce que maman a donné l'idée de sauver les orang-outans. Et donc pourquoi donc j'ai parlé de changement de nom. C'est là que ça se corse. Parce que le nom était super, Maman Outan c'est génial. L'embûche arrive. Voilà, l'embûche arrive, on s'y attendait pas, hein, mais le nom est incroyable. Maman Outan, ça évoque tellement de choses formidables, tu vois. Et puis c'est vrai que les orang-outans, il faut savoir, c'est une espèce où les enfants restent très longtemps avec leur mère, presque comme nous, ils restent 7 ans, il me semble, 6-7 ans avec leur mère avant de devenir indépendants. Donc il y a enfin voilà, la maman c'est quelqu'un d'important, quoi. Et en fait, pendant le dépôt de la marque, donc pour les gens qui souhaitent déposer des marques ou qui ont des idées de start-up avec des noms super cool, mais qui ont peut-être pas encore checké si le nom était disponible, eh bien je vous encourage vivement à le faire parce que c'est un point super important. Donc quand vous avez un business que vous voulez lancer, une super idée de nom, déjà ayez plusieurs idées de nom. Et ensuite, allez vérifier sur l'INPI, le site de l'INPI, qui est donc l'Institut National de la Propriété Intellectuelle, où vous pourrez voir tout de suite quelles sont les marques déposées sur ces noms ou sur des noms proches. Parce que c'est pas grave, même si c'est un nom qui ressemble à une marque déjà existante, mais qui est pas exactement pareil, cette marque peut quand même venir vous embêter. Et c'est ce qui s'est passé pour nous. On a déposé Maman Outan, et pendant 2 mois à partir du dépôt, toutes les marques, n'importe qui est déjà référencé à l'INPI peut faire opposition à ce dépôt, en justifiant que cette marque, Maman Outan, évoque trop leur propre marque, et que du coup il s'agit d'une sorte d'usurpation de leur notoriété, parce que peut-être qu'il y a des marques qui sont là depuis 10 ans, 20 ans, 50 ans. Nous, c'est un grand groupe, en l'occurrence, où le mot maman posait problème, et donc ils se sont opposés à notre dépôt. Il y a ensuite une démarche de négociation, etc., qui n'a pas abouti. Les conditions n'étaient clairement pas intéressantes. On peut parler un peu de David et Goliath, où on était tout petit, tout nouveau, hein, donc on n'avait pas beaucoup de marge de manœuvre. Et en fait, c'était soit on voulait à tout prix se battre pour ce nom, et donc il fallait qu'on rentre dans des démarches juridiques qui allaient nous coûter cher, de l'argent qu'on n'avait pas ou qu'on voulait mettre ailleurs, hein, parce que maintenant, quand on dépense 1 euro, on se dit qu'un euro, c'est 10 mètres carrés de forêt. Donc voilà, hein, on va pas les jeter par la fenêtre. Oui, c'est quand même pas neutre. C'est pas neutre du tout, hein, chaque dépense. Tu te dis ça maintenant, hein, tu dis bah en fait, je vais le mettre là-dedans. Est-ce que c'est vraiment utile pour la boîte ou est-ce que je vais pas plutôt le donner à Callaway directement tant qu'à faire? Ce sera limite plus utile. Et du coup, on a décidé de ne pas batailler, même si ça nous a bien freiné dans le projet. Hein, c'était courant. On a reçu ça en février ou mars. Donc il y a eu le Covid qui est tombé. On se prend ça dans la figure. On se dit mince, qu'est-ce qu'on va faire? On n'y connaissait rien. Et longue histoire courte, on a décidé de changer de nom, qui est quand même la solution la plus simple. C'est pas forcément la solution que je recommanderais, parce que des fois ça peut être cool de vous battre pour un nom, surtout pour une cause, et surtout si le groupe qui s'oppose à vous est un groupe que vous concurrencez en offrant quelque chose de plus écologique. Bah là, il y a un vrai sens à peut-être aller au front et essayer de se battre pour ce nom-là. Mais nous, c'était pas forcément le cas, et on s'est dit vraiment non, soyons malins, on va pas dépenser de l'énergie et de l'argent dans quelque chose alors qu'on a déjà plein de travail pour créer la marque. Changeons de nom, Papa Outan, donc on a fait voter la communauté, c'est ce qui a été choisi par la communauté. Ça a impliqué la communauté encore plus parce que voilà, ils ont vu que une petite start-up, même s'ils la soutenaient, elle était vulnérable. Ouais, ça a soudé les gens qui vous suivaient. Ouais, un sacré, des superbes réactions hein, sur les réseaux. Ça, parce qu'on a fait une vidéo, hein, forcément. On a dit, bah voilà, il y a un gros groupe qui est pas d'accord pour nous laisser entrer dans les rayons comme ça. Et du coup, la communauté a vraiment été là. Et ça, c'est génial à nouveau pour le moral, hein, parce que c'est une grosse variable. Hein. C'est important et ça nous a trop chauffé pour continuer. Et voilà. Et aujourd'hui, on est là avec Papa Outan et on est super content. Le nom est quand même super cool. Yes. Voilà. Et en tout cas, du coup, c'est aussi ça l'entrepreneuriat. Des fois, faut faire preuve d'adaptabilité, avoir une capacité de rebond aussi, de se dire bon bah là il y a un chemin qui se ferme, il faut se réadapter et puis aller dans une autre direction. C'est une opportunité au final. Et vous avez su rebondir assez vite aussi, peut-être parce que vous étiez du coup 2
Donc ça peut faciliter. Et aussi parce qu'il y a des gens qui vous soutiennent. Ouais. Alors que quand on est seul, ça aurait peut-être été plus difficile. Tout seul, c'est dur. Hein. Moi, je serais pas là. Hein. Franchement, impossible. Faire ça tout seul, c'est pas possible pour moi. Hein. Bon, ça dépend à nouveau de ce que vous essayez de faire. Hein. Il y a des trucs. Si j'avais fait un produit SaaS, donc comme on disait tout à l'heure, software as a service, donc un service, un truc que j'aurais codé, ça aurait été. C'est une prestation de service, c'est contractuel. Il y a assez peu de sens derrière. Hein. Mais là, on est sur quelque chose qui a du sens. On a pas mal de pression et d'enjeux sur le terrain. On a des fois des embûches, comme on vient d'en citer une, qui peuvent te démoraliser. Moi, je pense que si j'avais été tout seul, je sais pas trop ce que j'aurais fait. Hein. J'aurais peut-être pris les mauvaises décisions. Là, je suis content des décisions qu'on a prises parce qu'on a vraiment pris le temps de discuter ensemble. Je pense que c'est super important de pas aller tout seul. Si on veut aller loin, ce sera forcément une valeur ajoutée. Hein. Des fois, faut pas se dire non, je vais y aller tout seul, je vais garder mon capital, je sais pas, tu vois, je veux construire ma success story tout seul, un peu par ego, hein, des fois. Bon, ça peut être légitime aussi, hein, y a pas de souci, chacun fait ses choix, mais je pense qu'il faut, si ça c'est mon point de vue peut-être financier, pour réussir une boîte sur le long terme, il faut avoir les reins solides et une paire de reins, ok, 2 paires de reins, c'est encore mieux, quoi. Et alors du coup, parce que moi ça fait un petit moment aussi que je m'intéresse au sujet de l'entrepreneuriat, et en fait il y a aussi des partenariats, des duos ou des trios qui fonctionnent et d'autres qui fonctionnent moins bien. Toi, c'était quoi tes critères de choix vraiment prioritaires pour trouver ton binôme de choc Sans hésiter, l'engagement, quoi. L'engagement. On revient à cette citation, incarner le changement que tu veux voir dans le monde. Et quand on s'est vu avec Thibaut, on s'est rencontré à un café, on s'est donné rendez-vous parce que des potes nous ont filé nos numéros mutuels. Tout de suite, la conversation a pris, quoi. C'était incroyable. Il y a pas de... C'était le coup de foudre. Il y a pas eu de... Tu sais, la conversation n'a pas traîné du tout. On n'a pas vu le temps passer. On avait des tonnes de choses à se dire. On était tout aussi... choqués par ce qu'on voyait se passer autour de nous. Trouver un associé, c'est pas évident. Parler à des gens de confiance autour de vous, genre vos amis qui vous inspirent peut-être, hein, qui ont déjà lancé une boîte, des gens juste que vous trouvez inspirants de manière générale, peut-être que vous trouvez quelqu'un de brillant dans un domaine et ça vous donne envie d'explorer ce domaine aussi parce que vous vous dites pourquoi pas moi. Parlez à cette personne-là, demandez-lui des conseils, demandez-lui s'il connaît des gens, un peu comme lui, hein, puisque on connaît tous des gens, on connaît je sais pas, moi par exemple, je connais peut-être 2-3 personnes à un instant T qui sont dispo et qui cherchent des projets, tu vois. Parce que forcément, une fois qu'on lance un projet, on se croise tous, et il y a surtout une forme d'émulation qui se crée, hein, dans les villes comme ça. Il y a de plus en plus de projets engagés, donc de plus en plus de gens se lancent, de plus en plus de gens franchissent le pas. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à réussir à rencontrer, comme ça, 2 personnes, 3 personnes. Qui matchent sur la philosophie et les valeurs. Et pour ce faire, demandez. Dites-le à vos potes. Est-ce que tu connais quelqu'un qui veut lancer un projet en ce moment? Est-ce que tu as des gens à me recommander? Tout le temps. Et n'hésitez pas, même à des gens que vous connaissez pas trop, c'est pas grave. Vous serez surpris des fois de faire des super rencontres. Et ça a été le cas avec Thibaut, ça se passe trop bien. On est des gens, je pense, c'est ça qui est génial, c'est qu'il n'y a pas d'ego. Donc on se dit un truc, on le prend pas mal. Tu vois, on sait qu'on est là avec un but commun, qui est de construire une super aventure, on espère, avec Papa Outan pour commencer, et puis d'autres marques par la suite. Et tant que c'est ça qui prime, le dialogue il est toujours constructif. Donc ça c'est top. Et puis aussi ce que je vois, parce que moi j'ai lancé pas mal de projets un peu perso, mais en tout cas le profil aussi entrepreneuriat, tester des choses. Moi je suis plus dans l'enthousiasme ou l'hyper-enthousiasme soudain avec des gros pics, des gros hauts et puis des grosses descentes aussi. Et c'est pas toujours évident de tenir sur la durée. Tu vois, j'ai l'impression, en tout cas, que vous avez vraiment une vision sur la durée, de bien poser les bases et tout. Et c'est quand même assez cool, quoi. Vous êtes assez mature aussi sur ce truc-là. Dit dès le début, hein. On s'est posé autour d'une table et même pour être hyper transparent, au début, on pensait être même 3, hein. Donc là, ça va en intéresser certains, c'est-à-dire que Thibaut, moi on m'avait recommandé de rencontrer Thibaut, et Thibaut pareil, on lui avait dit de me rencontrer, et Thibaut lui avait rencontré une 3e personne qui est une fille super, et en fait on s'est vachement projeté aussi ensemble, et puis à un moment on s'est rendu compte que
je sais pas, ça matchait pas, tu vois. C'est ce que je te disais tout à l'heure qui s'est passé avec Thibaut, bah ça s'est peut-être pas passé avec cette personne-là. C'est des choses qu'on contrôle pas. Hein. Et du coup, on a dû avoir une discussion où on s'est dit, en fait, on se voit pas trop sur le long terme justement. Donc c'est important d'avoir ces discussions-là pour tout le monde, même pour la personne qui restera pas forcément dans le projet, que on soit hyper transparent dès le début. Faut surtout pas laisser les gens dans le doute. Et que ce soit à nouveau dans votre recherche d'associés, être vraiment honnête, tout dire, tout poser sur la table dès le début. Pourquoi on est là? Pourquoi tu veux lancer ce projet? Est-ce que tu te vois travailler avec moi? Poser la question cash. Est-ce que c'est quoi? Pourquoi tu fais ça? Quelles sont tes ambitions? Est-ce que c'est, je sais pas, tu veux monter une startup par principe parce que voilà, c'est le truc à faire, ou bien non, t'es vraiment quelqu'un d'engagé et ça te titille depuis 10 ans et ça se voit trop parce que t'as fait 10 000 trucs qui montrent que voilà, c'est ta personnalité. C'est cohérent voilà, dans cette direction. C'est complètement cohérent. Donc ça, il faut le repérer, il faut le dire tout de suite. C'est qu'une fois qu'on a tout mis sur la table, qu'il n'y a plus rien de caché sur ces aspects-là, qu'on est en confiance pour avancer avec l'autre ou pas. Et voilà, et il n'y a pas je pense qu'il n'y a pas de gens froissés et tout. Il faut, c'est un processus sain. C'est un processus sain. Il faut se donner ce temps de parole au début, ne pas être trop se lancer rapidement dans le projet, surtout s'il y a une association à faire, et bien prendre le temps d'être sûr qu'on veut bosser ensemble. Yes. Ok, alors j'ai une dernière question avant d'attaquer on va dire, le dernier gros sujet sur le crowdfunding et un peu ce qui s'y passe. Bien sûr. Du coup, comment vous définissez en fait ce que j'ai cru voir un peu sur le communiqué de presse ou sur vos comptes LinkedIn et tout? Il y a le côté activiste, il y a le côté aussi associé et tout. Alors c'est quoi la casquette? Quel est un peu le terme qui pourrait vous définir? Comment vous vous appelez ou vous vous appelez pas? Parce que c'est un peu indescriptible. Là. Tu veux parler de quoi? De Sensei Family? De nous non, individuellement? vous individuellement, en fait, vous vous considérez comme des entrepreneurs engagés, comme des activistes, comme... Écoute, comme des activistes, moi je pense. Hein. Pour moi, c'est vraiment la personne qui est dans son salon, qui regarde la télé, qui est choqué par ce qu'il voit à la télé et qui se dit je vais faire quelque chose, quoi. C'est aussi simple que ça. C'est tout le monde peut le faire. C'est vraiment, c'est pas un profil type, c'est pas ceci cela. C'est juste la personne qui du jour au lendemain ou à un moment décide de dédier une bonne partie de son temps à un truc pour agir sur le terrain très concrètement, quoi. Donc on est des activistes. Nous c'est pas on n'est pas des associés, on n'est pas une start-up même, je trouve. On vend pas un produit. On est là pour défendre une cause sur le terrain. Et certains pourront dire que c'est du greenwashing, tout ça. En tout cas, moi, je vous le dis sincèrement, c'est pas ça dans ma tête. Vraiment, on est motivé par ça. Et c'est voilà, on est des activistes. On a envie de changer les choses. On a envie de pousser des gueulantes des fois sur les réseaux. On a envie de faire bouger les lignes. Parfois de pousser un peu. Tu sais, on a un ton qui est quand même assez offensif. Hein. On déclare la guerre contre les marques irresponsables. Hein. C'est ce qu'on disait dans notre première vidéo. Et c'est un message fort. C'est un message fort et on l'assume. Et je pense que les gens se rallient derrière ça parce qu'ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de gens qui défendent leurs valeurs de manière sans compromis. Ils y vont la tête baissée et ils lâcheront rien pour d'une part pour eux d'abord parce qu'ils sont là pour ça et puis aussi pour la communauté bien sûr parce qu'ils se rendent compte au fur et à mesure du chemin que il y a plein de gens qui pensent comme nous en fait et qui veulent que ces choses-là elles changent donc c'est trop cool. Voilà. Yes. Et donc l'action très concrète du moment, c'est le financement participatif sur Ulule. Donc en gros, le principe c'est de réunir des gens autour d'un projet sur une plateforme et puis de demander une aide financière ou autre pour soutenir le projet. Donc là, vous avez choisi de faire un financement participatif. Pour quelles raisons? Il s'y passe quoi? Raconte-moi un peu tout ça. Ouais, carrément. C'est notre actualité. Là, on est en plein dedans. C'est quelque chose de très, très excitant pour le projet parce que c'est vraiment une étape cruciale. Le crowdfunding, d'abord très concrètement, c'est un moyen de lancer un projet sans prendre de risques financièrement. Ce sont des préventes. Donc, si vous avez une ambition de lancer un produit, par exemple, mais ça demande de sortir, je sais pas, 10 000 euros d'un coup, 20 000 euros d'un coup, tout le monde peut pas se le permettre. Et en fait, les plateformes de crowdfunding, c'est ça qui est génial, c'est tu peux payer à l'avance pour un produit qui n'a pas encore été fait. Donc c'est vraiment de la pré-vente. Donc aujourd'hui, on a lancé la campagne sur Ulule. On vend des colis qui contiennent différents nombres de sachets de Papa Outan. On a fait des contreparties, pareil, un peu engagées, qui restent dans le thème, avec un pot collector et un couteau pour tartiner. On n'a pas voulu faire des trucs gadgets qui servent à rien. Des goodies en plastique. Ouais, alors là, attention. Hein.
Attention, surtout pas. Et du coup, il faut que ça reste cohérent avec le projet. C'est avant tout un moyen de lancer votre projet quand vous n'avez pas forcément les moyens financiers de le faire, comme ça, de mettre tout de suite votre produit en magasin. Ça le valide aussi. Ça, c'est génial parce que vous lancez la campagne et si elle ne réussit pas, vous pouvez mettre un objectif. C'est-à-dire, vous pouvez dire, si je vends 1000 sachets de papa outan ou 1000 pots de pâte à tartiner, je considère que j'ai réussi ma campagne. Et si tu n'en vends que 500, l'argent est rendu aux contributeurs, aux gens comme toi et moi qui décident d'acheter une prévente. Et en fait, ça va, tout le monde est content. Dommage, le projet n'a pas vu le jour, mais toi, tu t'en sors sans avoir eu à vendre, je sais pas, ta maison ou tu vois, à pas pouvoir payer ton loyer le mois suivant. Non, t'es pas mis en difficulté par le crowdfunding. C'est quelque chose qui, au contraire, est là pour t'aider, pour te valider auprès du public, parce que si ça marche bien, si le crowdfunding décolle, donc si on fait des ventes sur le crowdfunding, des préventes, c'est un signal de plus, comme la pétition. Pétition, on avait fait 1500 signatures. Les derniers mois, on a cumulé 2500 personnes sur notre newsletter. Et là, pendant le crowdfunding, on a beaucoup plus de vues, des dizaines de milliers de vues, peut-être plus de 100 000, 200 000 vues au fil de tous nos posts. Et puis là, on a 400 contributeurs qui ont acheté un colis. Donc, ça paraît petit par rapport au milliers de vues, mais c'est génial et c'est que le début. Ça fait que 3-4 jours. On a jusqu'au 7 octobre. Et puis je pourrais te parler aussi du côté notre objectif, nous, derrière le crowdfunding, pour revenir à la cause aussi. Eh ben, parlons-en. Ouais, parce que c'est aussi, il y a cette dimension-là, c'est-à-dire que donc l'idée c'est de créer un produit qui, quand il sera en rayon en supermarché, reverse une partie de ses bénéfices à l'association Callaway. Donc on partait sur 10% des bénéfices. On sait pas trop, on dit ça au début pour voir, mais c'est une projection. Ouais, voilà, c'est juste, on se dit, allez, je sais pas, il y a des marques qui donnent 0, nous, allez, on va commencer par donner 10, et puis si ça marche bien, on pourra peut-être donner, je sais pas, 20%, ce serait génial, tu vois, parce que c'est ça l'objectif, c'est que sur le terrain, il y a une vraie différence. Et du coup, pendant le crowdfunding, on est en amont de tout ça, on n'est pas encore dans les magasins, nous, c'est vraiment notre première fois qu'on fait une grosse production, donc c'est aussi un baptême du feu. Là, l'idée, c'est que chaque sachet, on reverse 1 euro à Callaway. Et 1 euro, ça paraît pas grand chose, mais en fait, 1 hectare de forêt, donc 10 000 mètres carrés, ça coûte 900 euros. Donc, si on fait le calcul, 1 euro, ça fait un petit peu plus de 10 mètres carrés, ça fait 11 mètres carrés de forêt qui sont protégés, parce que, donc, l'argent qu'on va lever, si on vend 1000 sachets pendant le crowdfunding, on va verser 1000 euros à l'association, ça va faire un peu plus d'1 hectare de forêt qui est protégé à jamais. Grâce à ça. Donc forcément, nous, nos objectifs, ils sont plus élevés que ça. On aimerait bien sauver un maximum de forêts, d'autant plus que on agit dans l'urgence. On est content de pouvoir enfin lancer le crowdfunding. Je sais plus si je l'évoquais tout à l'heure, mais on voulait le lancer en avril à la base. Le Covid est passé par là, ça nous a empêché de le faire. Mais si on avait pu le lancer plus tôt, ça aurait été bien, parce que sur le terrain, l'association Callaway, elle a besoin d'argent vite. Parce que en fait, ils ont repéré des zones de forêt tropicale qui est encore non touchée par les industriels, qui est intacte avec toute sa vie, sa faune et sa flore à l'intérieur. Et sauf que les exploitations d'huile de palme s'étendent. Et là, on parle d'une forêt très précise d'ailleurs, c'est la forêt d'Oulan. Elle est nommée parce que Chani, le fondateur de l'association Callaway, en allant repérer le terrain, parce qu'il il cherche toujours des nouveaux terrains à acquérir pour essayer d'en protéger le plus possible. Il a rencontré un orang-outan et il s'est dit, ils l'ont nommé d'Oulan, cet orang-outan, qui est une femelle, et donc c'est baptisé la forêt d'Oulan. Et pourquoi elle est si particulière, cette forêt d'Oulan? Parce qu'elle est cernée de toutes parts par des industriels, par des plantations d'huile de palme, des mines de charbon et de métaux précieux. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que la forêt qui reste au milieu, la forêt d'Oulan, elle est possédée par des locaux, des populations locales, qui tous les jours, toutes les semaines, ont des représentants commerciaux des sociétés qui viennent taper à leur porte en disant « Bonjour, est-ce que vous vendez votre terrain? On est prêt à payer tant ». Donc il y a une tentation très forte pour les locaux, qui est économique, parce que la vie est pas facile là-bas, surtout avec l'huile de palme et toutes ces externalités négatives, sans rentrer dans les détails pour la population locale. Ils ont besoin d'argent pour vivre, et sauf que s'ils vendent aux industriels, ils savent pertinemment que leur forêt dans laquelle ils ont grandi, ça fait des générations que leur famille vit là, va être déboisée pour faire place à des palmiers d'huile de palme ou à une mine. Donc ça, forcément, tout le monde se met dans leur peau, nous tous, on vient de régions différentes. Si on avait le choix, nous, de soit protéger notre région natale en choisissant de la vendre à quelqu'un de responsable,
comme Callaway en l'occurrence, puisque c'est leur choix sur le terrain, face aux industriels, ou bien de le vendre à un industriel, je pense que tous, si on avait le choix, on ferait plutôt le choix de préserver notre région natale et tout. Du coup, voilà, le contexte, il est comme ça. C'est une guerre à portefeuille tiré. C'est à qui dégaine le plus vite. Les locaux, ils sont en faveur de Callaway, ils veulent leur vendre leurs terres, mais Callaway n'a pas encore les sous. Ils collectent des sous tous les ans depuis de nombreuses années. Ça fait 23 ans qu'ils sont là-bas. Mais voilà, il y en a jamais assez, parce que la forêt, elle est grande, et il y a beaucoup de forêts à protéger, et surtout, les industriels sont gourmands, et ça va vite, ils acquièrent des terres à une vitesse fulgurante. Donc, on veut que ce crowdfunding, ce soit aussi un signal de plus de notre support à l'association. On veut qu'il y ait une belle levée de fonds. On veut que les dons levés lors de ce crowdfunding soient le plus significatif possible pour commencer à sceller notre partenariat dans la durée. Là, sur le côté start-up et monter son projet, c'est super important, ça met en confiance tous les partenaires, toute la chaîne de valeur qu'on a réussi à trouver depuis le début, parce que si on arrive à faire une belle vente, qu'on montre que la communauté est là, que le projet parle, que les gens se mettent, s'allient tous, s'unissent derrière ce projet, tout le monde est content. Tout le monde, le producteur va pouvoir créer des emplois si on commence à augmenter les ventes, donc il va être content de signer avec nous dans la durée. Les packaging vont nous faire un geste peut-être pour nous vendre des volumes plus accessibles, etc., etc. Et l'association, qui est vraiment notre interlocuteur principal, va voir qu'on n'est pas juste une start-up de plus, qui est là juste pour dire ouais, on soutient une asso et on fait ça pendant 6 mois et puis après on arrête, parce qu'ils l'ont vu beaucoup ça, des gens qui viennent, qui font un don ponctuel, ils disent ouais, on va être là, puis en fait le projet est abandonné, ou ils changent le pire, ils changent, ils donnent à une autre asso derrière, voilà. Donc non, nous on est là pour la durée. Papa Outan, ça a été créé spécialement pour Callaway, pour sauver la forêt d'Oulan. Il y a du boulot, donc voilà, moi si j'ai un appel à faire, c'est aller jeter un œil à la campagne. J'imagine qu'on partagera les liens. Ouais, je mettrai tous les liens de la campagne, du site, de là où on peut vous retrouver pour suivre l'actu, là, chaude du moment avec le financement participatif, puis aussi sur les prochains mois, voir où vous allez nous embarquer. Il y a une vidéo très sympa qu'on a faite, je sais pas si tu l'as vu d'ailleurs Anthony, j'ai pas vu, non. La vidéo de lancement de la campagne avec une petite fille qui explique en fait tous ces enjeux autour de l'huile de palme et pourquoi Papa Outan ça peut être une solution qui pourrait satisfaire des gens qui consomment peut-être déjà de la pâte à tartiner. Il y en a plein des très bonnes, mais pas toutes, et si c'est une des pâtes à tartiner qui est pas forcément délicieuse, ils peuvent, c'est pas le goût, mais qui est pas la meilleure pour l'environnement, et peut-être qu'ils décideront de choisir quelque chose comme Papa Outan pour la remplacer et avoir un impact un peu meilleur sur la planète. Yes, écoute, merci Loïc, on arrive à 46 minutes là d'interview. On est bavard. Vite, on aurait plein de sujets à évoquer ensemble parce que t'as aussi sur la partie perso pas mal engagé aussi dans du zéro déchet, du minimalisme et tout, donc. Ouais, je suis vegan aussi, c'est important. Ouais. Donc on aura peut-être l'occasion de se recroiser pour d'autres sujets. Pour conclure, je sais pas si t'as un petit message à faire passer pour justement ceux qui sont engagés dans une démarche entrepreneuriale ou qui hésitent ou etc. Bref, t'auras le mot de la fin. Écoute, très concrètement, n'hésitez pas à demander à des gens qui sont dans le dur là, donc nous, n'hésitez pas à nous contacter, moi ce sera avec plaisir, surtout si vous avez un projet engagé. Moi je suis trop content d'échanger, surtout si on peut aider un tout petit peu. On connaît pas encore grand chose, ça fait qu'1 an qu'on se lance, on a juste fait un crowdfunding là qui est en cours, mais on a appris déjà pas mal de trucs, on s'est pris quelques claques où on sera heureux de vous prévenir pour que si jamais vous prenez des claques un peu du même genre, vous soyez mieux préparés. Et puis en conseil plus général, allez-y quoi, la vie elle est trop courte pour faire un métier qui vous plaît pas. Alors je vous souhaite que ce soit possible pour vous de switcher, c'est pas toujours facile, mais si c'est possible pour vous et qu'il s'agit juste d'un doute et d'un peu d'une peur du saut, allez-y quoi. N'attendez pas plus, faites le grand saut et c'est trop bien et puis on s'entraide, il y a une communauté à Paris, nous tout de suite, on n'est pas du tout les premiers à avoir l'idée de faire un projet engagé, il y a des tonnes de startups qui sont là depuis des années, même des décennies, et ils sont super accueillants, ils te donnent plein de conseils, donc tu intègres aussi une espèce de communauté de gens engagés qui veulent changer les choses, et ça a plein de bénéfices sur ta vie perso aussi, sur les gens que tu rencontres et tout, donc super content en tout cas nous du shift et du shift de carrière en tout cas et d'avoir sauté quoi. Yes, génial. Merci Loïc pour ton temps, ton partage d'expérience, tes conseils aussi, et puis on se retrouve bientôt. Ouais, carrément. Une prochaine interview peut-être. Yes. Ciao. Allez, salut Anthony.
Voilà, c'est tout pour la rencontre avec Loïc. C'était super long, mais j'espère que c'était en tout cas très intéressant pour vous. Moi, j'ai passé un super moment avec Loïc chez lui. N'hésitez pas en tout cas à donner votre avis, ça me permet d'améliorer mes rencontres à chaque fois. Voilà, j'ai aussi créé une newsletter dans laquelle je partage toute mon actu, mes découvertes. Donc si ça vous intéresse, rendez-vous sur le site thegoodchange.fr. En attendant le prochain épisode, suivez l'actu sur le compte Instagram de The Good Change. Je vous dis à bientôt et on avance ensemble. Ciao ciao.